Le jour de mon anniversaire, alors que tout le monde souriait autour de la table, j'ai vu ma belle-mère se pencher vers mon mari et lui murmurer quelque chose à l'oreille. En une fraction de seconde, j'ai vu le changement dans son regard. Avant même d'avoir pu réagir, sa main a claqué contre ma joue avec une violence inattendue. Je me suis retrouvée au sol, sonnée. Il a tourné les talons sans un mot. Et moi, allongée, le goût du sang dans la bouche, j'ai laissé échapper un rire. Un rire lent, froid, presque irréel. Il s'est figé. Son visage a pâli. L'email était toujours ouvert sur mon écran, tel un aveu brillant dans la pénombre. Le versement de la fiducie Delcourt exige une union conjugale continue de minimum 5 ans, sans procédure de séparation engagée. Ma main a tremblé quand j'ai transféré ce document sur mon serveur chiffré. La dernière pièce du puzzle venait de se verrouiller. Avant de vous raconter la suite, dites-moi en commentaire où vous m'écoutez. J'ai envie de savoir jusqu'où cette histoire résonne. Et si vous avez déjà eu l'impression d'être manipulé, contrôlé, réduit au silence dans un cadre familial ou professionnel. Alors cette histoire est pour vous. Likez, abonnez-vous, activez la cloche. Parce que ce qui s'est passé ensuite n'a pas seulement mis fin à un empire, ça a tout changé. Ma vision du pouvoir, de la justice et de ceux qui pensaient ne jamais avoir à rendre de compte. Derrière moi, la lumière de l'aube filtrait à travers les rideaux hors de prix que Léo avait insisté pour faire installer dans notre appartement de Montcalm. Des rideaux plus chers que ma première voiture. J'ai refermé brutalement mon ordinateur au moment où la porte de la salle de bain s'ouvrait. De la vapeur s'en échappait comme une brume épaisse. Léo est apparu, une serviette nouée autour des hanches, toujours aussi sculptée malgré ses 37 ans. Mais ses yeux, eux, trahissaient cette vacuité étrange que j'avais appris à consigner dans mes notes. « Joyeux anniversaire, Élise », a-t-il dit. C'était une récitation, sans émotion. Il s'est penché pour m'embrasser sur la joue. Ses lèvres étaient froides malgré la chaleur de la douche. Maman est ravie pour ce soir. Bien sûr qu'elle l'était. J'ai répondu avec la chaleur feinte que j'avais peaufinée dans les salles d'audience. C'est très généreux de la part de Camille d'avoir tout organisé. Ma voix, celle que j'utilisais pour faire pencher des jurés, n'a rien laissé paraître du gel qui prenait place dans ma poitrine. « Tu travailles sur quoi ?» a-t-il demandé, jetant un œil à mon ordinateur désormais fermé. « La fusion avec Westland. Même le jour de mon anniversaire, on n'échappe pas à la rigueur chez Morel et Dumont. » Il a acquiescé sans questionner davantage. Autrefois, il m'aurait taquiné, m'aurait tiré hors du lit pour une matinée douce. Ce Léo-là n'existait plus. Il avait été remplacé par une marionnette soigneusement polie, obéissant à chaque signal de sa mère comme un automate bien dressé. Tandis qu'il s'habillait pour sa journée au bureau familial, je me suis réfugiée dans mon dressing, le seul endroit de notre appartement sans caméra. Camille avait fait installer tout un système de surveillance pendant les travaux, soi-disant par amour pour notre sécurité. Moi seule savais où étaient cachés les micros et les lentilles, découverts après une fouille minutieuse. Moi seule savais que je les avais laissés actifs, tout en leur envoyant une boucle vidéo de gestes quotidiens dès que j'avais besoin de liberté. Dans ce sanctuaire, j'ai pressé mon doigt contre une couture invisible du mur. Une trappe s'est ouverte, révélant une mallette étanche contenant disques durs, ordinateur secondaire et 3 téléphones jetables. Mon assurance. Mon arme. Depuis 4 ans, j'étais l'épouse modèle des Delcourt, diplômée de l'école de droit de Saint-Ange, étoile montante du plus grand cabinet d'affaires de la ville, administratrice de la fondation familiale et épouse dévouée du fils héritier d'un des derniers empires privés de l'Est. La presse mondaine nous adorait. Camille me promenait à ses bras comme un trophée. Personne ne se doutait qu'en coulisses, je bâtissais patiemment un dossier qui réduirait l'empire Delcourt en poussière. Tout avait commencé avec de petites anomalies que j'avais relevées en l'aidant à relire certains rapports de la société familiale. Des chiffres incohérents, des filiales implantées dans des paradis fiscaux opaques. Puis il y avait eu ces réunions étranges dont il revenait changé, plus distant, comme vidé. La manière dont Camille lui glissait des phrases bouches à l'oreille durant les dîners, et la manière dont cela suffisait à éteindre sa volonté. Pendant 3 ans, j'avais défendu des entreprises accusées de fraude. Je reconnaissais les signes d'une manipulation financière, mais aussi ceux d'un conditionnement psychologique.
Le jour où j'ai surpris Léo figé devant une vidéo envoyée par son cousin Adrien, j'ai compris que je ne pouvais plus fermer les yeux. Cette nuit-là, j'ai acheté un téléphone prépayé, extrait une carte micro SD cachée dans un livre creux et lancé mon enquête. Les fichiers cryptés contenaient des virements vers des comptes offshore, des enregistrements de réunions où l'on discutait de réponses conditionnées à implanter chez Léo, des preuves de manipulation de marché et même de pots de vin versés à des policiers. La dernière photo ajoutée datait de la veille, on y voyait le docteur Charles Bellet, supposé thérapeute d'enfance de Léo, attablé avec Camille dans un salon privé de son manoir de Neuilly. Le même homme que j'avais retrouvé dans des documents internes, rémunéré 28 000 € mensuels par une société écran. Il était 7h15. Bientôt l'heure de redevenir Élise Delcourt. J'ai tout rangé, verrouillé la cache et choisi un tailleur sobre pour l'audience du matin. L'affaire Giraud devait se clore avant midi, ce qui me laisserait le temps de me changer pour le dîner d'anniversaire prévu dans le restaurant préféré de Camille, en bord de Seine. Tandis que je me maquillais, je m'exerçais aux expressions qui avaient fait ma réputation. Surprise ravie, reconnaissance polie, tendresse conjugale. Les mêmes masques que je portais depuis des années, tout en accumulant patiemment les preuves contre ceux qui avaient vidé mon mari de son humanité et construit un empire criminel sous une vitrine philanthropique. Quand Léo est apparu dans l'embrasure de la porte, impeccable dans son costume sur mesure, j'ai observé les détails. La dilatation subtile de ses pupilles, ce petit temps de latence avant chaque réaction, la crispation nouvelle dans sa mâchoire. « Tu es magnifique !» a-t-il dit, automatique. « Merci mon cœur !» ai-je répondu en ajustant sa cravate, guettant un signe, même infime, de l'homme que j'avais épousé. Rien. « On se retrouve ce soir » a-t-il dit. « N'oublie pas de rappeler à ta mère de ne pas exagérer. » Son sourire n'a pas atteint ses yeux. « Elle veut juste que tout soit parfait pour toi. » Parfait. Le mot fétiche des Delcourt. Une famille parfaite, une entreprise parfaite, un contrôle parfait. Mon téléphone a vibré. Un message de Camille. Mets la robe bleue Cézanne ce soir. Léo t'adore dans cette couleur. Encore un ordre maquillé en conseil bienveillant. J'ai répondu avec gratitude, puis j'ai choisi la robe rouge Margot que je réservais à une occasion spéciale. Ces petites rébellions m'aidaient à tenir pendant que je tissais ma toile. Dans le taxi qui m'emmenait au tribunal, j'ai consulté mes dossiers en cours tout en gardant un œil sur mes messages cryptés. Mon contact à l'autorité des marchés avait bien reçu ma dernière transmission. « On agit la semaine prochaine. Tu as besoin d'autre chose de ta source ?» m'avait-il écrit. J'avais répondu « Dernière pièce ce soir ». Ce que Camille croyait être un piège d'anniversaire allait devenir le théâtre de leur chute. Le jardin Séraphine scintillait sous les lumières de la ville, suspendu au-dessus de la Seine comme un mirage de verre et d'acier. Réservés 3 mois à l'avance, mais grâce au nom Delcourt, ils avaient obtenu toute la terrasse. « Madame Delcourt, bienvenue » murmura le maître d'hôtel en s'inclinant presque. « Madame Camille vous attend. » Bien sûr qu'elle m'attend, pensai-je, en prenant le bras de Léo, aussi expressif qu'une statue de marbre. Il regardait sa montre toutes les 2 minutes. L'ascenseur nous propulsa vers le toit. Je resserrai la ceinture de ma robe rouge comme on ajuste une armure. Camille avait exigé du bleu. Ce rouge était ma première gifle. Il ne l'avait même pas remarqué. La porte s'ouvrit sur un décor millimétré, lustres suspendus comme des étoiles, orchidées blanches sur chaque table, et une 50aine d'invités, tous triés sur le volet. « Joyeux anniversaire, Élise !» s'éleva une vague d'exclamations, aussi sincère que le parfum synthétique des fleurs. Camille s'avança, sublime dans un tailleur bleu nuit. À 62 ans, elle dominait toujours le paysage mondain parisien. Elle me prit dans ses bras, son parfum m'enveloppant comme un gaz soporifique. Le bleu aurait mieux complimenté Léo pour les photos, souffla-t-elle à mon oreille. Je voulais surprendre tout le monde, répondis-je, avec un sourire glacé. Ses yeux s'assombrirent brièvement, puis elle me guida d'un pas conquérant parmi les invités. Préfet, sénateur, magistrat, président d'université. Je mémorisais les visages. Aucun collègue à moi. Aucun ami personnel. Camille avait nettoyé la liste pour n'y laisser que ses pions. Ce dîner n'était pas un hommage. C'était une mise en scène. Adrien, le cousin de Léo et leur juriste de l'ombre, surgit avec 2 coupes. Champagne, reine de la soirée ? Merci, Adrien.
Je ne bois pas ce soir. Tu sais que je ne raterai ça pour rien au monde. Mais son regard fuyait déjà vers l'entrée, où un homme aux cheveux argentés venait d'apparaître. Charles Bellet, le soi-disant thérapeute, l'homme des documents. Je m'éclipsais doucement, un plateau de canapé pour camouflage. Le calendrier est serré, disait Adrien. Les curateurs ne repousseront pas encore. La procédure est risquée sans stabilisation, répondait Bellet. Clinique. Le conditionnement prend du temps. On ne l'a plus. Si elle divorce avant la date, tout s'écroule. Ils me virent. Instantanément, leurs sourires redevinrent sociaux. Madame Delcourt, joyeux anniversaire, dit Bellet. Vous êtes radieuse. Merci, docteur. Léo disait que vous passeriez. Cela fait quoi 15 ans depuis votre dernière séance? Avec les Delcourt, c'est plus qu'une relation professionnelle. Quelle chance d'avoir un tel attachement, répondis-je, en notant la dilatation de ses pupilles. Il était nerveux. Bon. L'heure suivante s'est écoulée dans un ballet parfaitement chorégraphié. Je tenais mon rôle, papillonnant entre les convives, jouant la femme comblée. Mais chaque mouvement de Camille, chaque regard qu'elle lançait à Léo, renforçait mon intuition. Elle observait, évaluait, surveillait son expérience. Quand Léo m'approchait, ses yeux s'assombrissaient, comme si elle jaugeait le degré de contrôle encore en place. Lui-même déambulait entre les invités comme un somnambule, distribuant des banalités, répondant à peine aux félicitations. 2 fois, j'ai surpris Bellet en train de prendre des notes en douce. Le juge Morel, vieil allié des Delcourt, s'est approché. Quelle belle soirée. Camille sait recevoir. En effet, je suis juste surprise que mes confrères du cabinet ne soient pas là. Il a souri. Camille a souhaité quelque chose d'intime. Autrement dit, contrôlé. Un frisson m'a traversé. Ce dîner était hermétiquement verrouillé. Toute personne présente prendrait le parti de la famille si quelque chose devait m'arriver. Camille orchestrait le placement des convives comme une chef d'état-major. Léo à ma droite, elle-même à la tête de la table. Bellet, bien sûr, assis juste en face de moi. Elle se leva. Cristal contre cristal. Silence immédiat. Avant de dîner, un toast à notre Élise bien-aimée. Tous les regards convergèrent vers moi. Il y a 5 ans, mon fils nous a présenté une femme brillante, belle, loyale. Une perle. Élise incarne tout ce que la famille Delcourt valorise. Discrétion, fidélité, engagement. Traduction, nous te possédons. À Élise. Que cette 35e année soit transformatrice. Les verres s'entrechoquèrent. Je souris, bien entendu, en surface. Dans mes veines, une anticipation glacée montait. Pendant que les serveurs servaient l'entrée, Camille s'approcha dans mon dos, posa les mains sur mes épaules. Une caresse pour l'œil extérieur. Une pression parfaitement dosée. Une soirée parfaite, ma chérie, souffla-t-elle. Et après le dîner, une annonce très spéciale sur l'avenir de la famille. Puis elle s'éloigna, laissant derrière elle le parfum de la menace. Léo fixait son verre, les doigts tapotant un rythme que j'avais noté dans mes carnets. Un tic qui apparaissait toujours après ses entretiens avec sa mère. Le moment approchait. À la fin du plat principal, les serveurs disposèrent une table d'apparat au centre de la terrasse, couverte de paquets scintillants. Les invités formèrent un demi-cercle parfait, téléphone levé. Camille m'invita à ouvrir le premier cadeau. Une boîte turquoise. À l'intérieur, un bracelet en platine serti de diamants. Une menotte luxueuse. « C'est magnifique, dis-je, offrant la pose attendue. Léo, aide ta femme à le mettre, ordonna Camille. Le métal froid se referma autour de mon poignet comme une sentence. Puis vinrent d'autres cadeaux, un sac de créateurs, un séjour dans leur villa de Bretagne, un don à mon nom pour la fondation familiale. Enfin, Camille prit la parole. Et maintenant, notre annonce. Elle s'avança parfaitement chorégraphiée, ses doigts se posant sur l'épaule de Léo avec une précision presque chirurgicale. Élise a été un trésor pour notre famille. Dévouée, stable, essentielle au développement de Léo pendant ces 5 années. 5 ans. Le seuil exigé pour débloquer le fond. Elle se pencha, souffla dans l'oreille de Léo. « Souviens-toi de ton devoir. Protège ce qui est à nous. » Et là, je l'ai vu. La transformation. Ses pupilles se rétractèrent. Sa mâchoire se raidit. Il se leva. « Tu nous as trahis, dit-il d'une voix plate,
sans émotion. Je restai droite. Que veux-tu dire, Léo? Nous savons tout. Tes fichiers. Ton contact à l'AMF. Des murmures choqués parcoururent les invités. C'était exactement ce que Camille voulait. Des témoins. Une mise en scène. Mais ce que personne n'attendait, c'était ma réaction. Léo leva la main, et la gifle partit si vite que personne n'eut le temps d'intervenir. Le choc résonna comme une explosion. Je chutai contre la table en marbre, le goût du sang m'envahit. Et puis, le silence, absolu. Tous les regards fixés sur moi, sur lui, sur cette fissure dans la façade parfaite. Et c'est là que j'ai ri. Un éclat clair, sincère, irrévocable. Je me suis relevée lentement, ma robe rouge tachée de sang, mon rire flottant dans l'air figé. Timing parfait, Camille, ai-je dit, assez fort pour que tout le monde m'entende. Tu n'aurais pas pu mieux le scénariser. Camille blêmit. Ce n'était pas dans son script. Elle comptait sur ma peur, ma fuite, ma honte. Léo, aide ta femme. Elle perd la tête. Mais Léo ne bougeait plus. Il fixait sa main comme s'il ne la reconnaissait pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Murmura-t-il. Je ne voulais pas. Je sais, ai-je dit doucement. C'est bien ça le problème. Je me tournai vers les convives, tous encore figés, leur téléphone toujours levé. Ce que vous venez de filmer est une démonstration parfaite du programme de conditionnement psychologique orchestré par cette famille. Je sortis discrètement mon téléphone de ma pochette. La vidéo tournait déjà. L'impact avait déclenché le signal GPS. Les fichiers que j'avais préparés depuis des années étaient en train d'être envoyés aux autorités, à la presse, à ceux qui pourraient comprendre. Camille recula d'un pas. Je me tournai vers elle. 5 ans, Camille. C'était ça la clause. Un mariage stable. Mais une agression conjugale documentée, devant témoins. Pour la première fois, elle vacilla. Tu as provoqué tout ça. Tu veux tout détruire. Je n'ai rien eu à faire, répondis-je calmement. Tu t'es trahie toute seule. Des téléphones se mirent à vibrer. Des notifications, des alertes, des titres. Chute de la famille Delcourt, enquête ouverte pour manipulation mentale et fraude massive. La fondation visée pour blanchiment et corruption. Camille voulut parler. Mais le procureur Garnier, que j'avais contacté en secret, venait d'entrer, suivi de 2 agents. Ils s'approchèrent, calmes, inébranlables. « Madame Delcourt, dit l'un d'eux en lui tendant un mandat. Nous procédons à la saisie de tous vos appareils et documents. » Camille devint livide. Adrien, lui, reculait déjà vers la sortie. Les invités, autrefois si dévoués, reculaient, téléphone à la main, se désolidarisant à une vitesse stupéfiante. Le préfet appelait quelqu'un. Une sénatrice s'éclipsait discrètement. Le vernis craquait. Je croisai le regard de Léo. Il était assis, le visage entre les mains. Brisé. Réel. « Depuis combien de temps, tu sais ?» demanda-t-il. 3 ans. Sa voix tremblait. Je me souviens des étés au manoir. Des séances avec Bélé, des migraines, des phrases répétées. Tout ça, depuis mes 12 ans. Camille tenta un dernier assaut. « Léo, mon chéri, elle te monte contre nous. Tu n'étais rien sans nous. Tu m'as programmé comme une machine !» hurla-t-il. Et pour la première fois, il était lui, humain, en colère, vivant. Je me tournai vers les invités, ma voix portée par l'élan d'une décennie de silence. Ce soir, ce n'est pas juste un anniversaire, c'est la fin d'un empire. 6 mois plus tard, je me tiens au fond d'une salle d'audience pendant que Camille Delcourt entre, menottée. Fini les tailleurs sur mesure et le sourire glacial. Elle porte une combinaison grise, neutre, avec l'arrogance en moins. Pourtant, elle garde la tête haute, comme si son monde n'était pas en train de s'effondrer. La salle est pleine, journalistes, anciens partenaires, victimes silencieuses. Tous ceux que les Delcourt ont blessés, écartés, trahis. « Veuillez vous lever », déclare le greffier. Le juge entre. Pas Morel, bien sûr. Il s'est récusé dès la première semaine. Il fait désormais l'objet d'une enquête. Le procès avance vite. Les preuves que j'ai fournies sont solides. Les procureurs ont fouillé dans les moindres recoins. Virements suspects, témoignages, évaluation psychiatrique. Tout y est. Les avocats de Camille se sont retirés les uns après les autres. Trop de risques. Trop d'horreur. Elle est maintenant défendue par un commis d'office
qui semble noyée sous les dossiers. À la pause, l'experte comptable du parquet, Clara Dubreuil, m'aborde discrètement. On a dépassé les 480 millions détournés. Ton estimation initiale était modeste. J'ai hoché la tête. Et la fiducie ? C'est là que ça devient intéressant, dit-elle. Les clauses d'éthique originales ont été retrouvées. Le tribunal envisage de rediriger les fonds vers un programme de dédommagement. Une vague de soulagement m'a traversée. La justice ne se limite pas à punir. Elle doit réparer. Chaque jour, à la sortie du tribunal, je rencontre d'anciens employés, des membres de la famille oubliée, des entrepreneurs ruinés. Des gens que Camille a broyés. Tous m'apportent des morceaux du puzzle. Angela, cousine de Léo, écartée à 19 ans pour avoir refusé un mariage arrangé, est devenue mon alliée la plus précieuse. Ils nous ont tous façonnés à leur image, m'a-t-elle dit. Mais Léo, il a été leur prototype. Le témoignage de Bellet, en échange de son immunité, a fini d'écraser la défense. Il a livré ses carnets, ses schémas, ses notes détaillées sur le conditionnement. À froid, sans remords. Léo, lui, n'est pas là. Il suit un traitement spécialisé dans un centre de réhabilitation mentale. Son statut est complexe, victime, mais aussi agresseur. La gifle, celle qui a tout déclenché, est étudiée dans le contexte du contrôle psychologique. Je lui rends visite une fois par mois. Nos échanges sont mesurés, sobres, mais utiles à sa reconstruction. Il avance, lentement. Et le Léo qui émerge n'est plus un pantin. Les clauses d'éthique originales ont été retrouvées. Le tribunal envisage de rediriger les fonds vers un programme de dédommagement. Une vague de soulagement m'a traversée. La justice ne se limite pas à punir. Elle doit réparer. Chaque jour, à la sortie du tribunal, je rencontre d'anciens employés, des membres de la famille oubliée, des entrepreneurs ruinés. Des gens que Camille a broyés. Tous m'apportent des morceaux du puzzle. Angela, cousine de Léo, écartée à 19 ans pour avoir refusé un mariage arrangé, est devenue mon alliée la plus précieuse. Ils nous ont tous façonnés à leur image, m'a-t-elle dit. Mais Léo, il a été leur prototype. Le témoignage de Bellet, en échange de son immunité, a fini d'écraser la défense. Il a livré ses carnets, ses schémas, ses notes détaillées sur le conditionnement. À froid, sans remords. Léo, lui, n'est pas là. Il suit un traitement spécialisé dans un centre de réhabilitation mentale. Son statut est complexe, victime, mais aussi agresseur. La gifle, celle qui a tout déclenché, est étudiée dans le contexte du contrôle psychologique. Je lui rends visite une fois par mois. Nos échanges sont mesurés, sobres, mais utiles à sa reconstruction. Il avance, lentement. Et le Léo qui émerge n'est plus un pantin. Je ne sais même plus qui je suis sans leurs ordres, m'a confié Léo un jour, assis dans les jardins du centre, le printemps pointant à peine. Je remets tout en question. Mes goûts, mes idées, même mes vêtements. C'est un bon début, lui ai-je répondu. Celui qui cherche à comprendre ce qu'il aime est déjà libre. Celui qui obéit sans réfléchir, lui, est encore enchaîné. Il m'a offert un mince sourire, pas l'un de ceux qu'il servait jadis en société. Un vrai. Le futur de notre relation ? Ni lui ni moi ne cherchons à le définir. Le mariage était un leurre, faussé dès le départ. Mais il y a eu des fragments réels, des traces d'authenticité. Peut-être est-ce suffisant. Quant à moi, j'ai quitté le cabinet Morel et Dumont. Défendre des multinationales après ce que j'avais vécu m'était devenu insupportable. J'ai fondé l'Institut Élytre, une organisation juridique dédiée aux victimes de manipulation mentale, de coercition psychologique et d'abus de pouvoir familial ou financier. Les premiers dossiers concernaient d'anciens employés Delcourt, liés par des clauses abusives et des contrats de silence. En 3 mois, nous avons élargi notre champ d'action à d'autres familles puissantes, à d'autres empires dissimulant la violence sous les apparences. Mon ancien mentor m'a dit un jour « Tu as inventé un nouveau champ du droit, la liberté cognitive. » Nous avons aussi lancé des formations pour juges, policiers, psychologues, afin de les aider à repérer ces formes de contrôle invisibles. Le jour où Camille a été condamnée à 28 ans de réclusion pour fraude, blanchiment, abus d'influence et association de malfaiteurs, j'étais assise au dernier rang. À ce moment-là, je n'étais plus une victime.
J'étais une professionnelle, témoin d'une justice enfin rendue. Le juge a parlé avec gravité, mais sans détour. Aucun appel possible. Le masque était tombé. Le système avait reconnu l'abus pour ce qu'il était. Léo est venu me retrouver dehors, sa silhouette amaigrie, mais droite. Il portait des vêtements simples, ses yeux étaient calmes. Les curateurs ont validé le plan de réparation. Tous ceux qu'ils ont détruits seront indemnisés, toi y compris. Je ne l'ai jamais fait pour l'argent. Je sais. C'est pour ça que j'ai demandé à ce que ma part soit versée à l'Institut Élytre. Ils voulaient m'acheter. J'ai décidé que ce serait ma première décision libre. Ce geste-là avait une valeur immense. Ce n'était pas de la repentance. C'était une libération. Il hésita, puis ajouta « Un jour, si je vais mieux, j'aimerais t'aider, témoigner. » « On verra, ai-je dit doucement. Ni promesse, ni rejet. Le chapitre Delcourt s'achevait. Mais d'autres histoires, d'autres silences, attendaient d'être brisés. Et dans chacun d'eux, je reconnaissais une part de mon passé. C'était peut-être ça, au fond, la vraie justice. Transformer les chaînes qui nous ont retenus en outils pour libérer les autres. Alors si toi aussi, on t'a effacé après que tu aies tout donné, si on t'a manipulé, utilisé, puis rejeté comme si tu n'avais jamais compté. Ce récit est pour toi, pour ceux qu'on a enfermés derrière des sourires parfaits, alors qu'ils portaient tout. Si ça te parle, clique sur « J'aime », abonne-toi et dis-moi en commentaire d'où tu m'écoutes. Parce que parfois, la plus grande force, c'est de se relever en silence et de reprendre sa place, sans demander la permission à personne.